tu es l'auteur du site LAI Publications, connu pour la qualité et la rigueur de ses articles sur les armes à feu. Il est également l'auteur du guide pratique des armes à feu, dont la seconde édition vient de paraître. Aujourd'hui, je le reçois pour une interview afin de revenir sur son parcours, son travail et sur cette nouvelle édition. Alors bienvenue sur cette chaîne et bon visionnage. Bonjour Arnaud, merci de nous recevoir chez toi. Bonjour Fab, merci à toi de me recevoir. Avec grand plaisir. C'est à l'issue de la seconde édition de ton livre, le guide pratique des armes à feu, que j'ai le plaisir de t'avoir demandé de faire une interview. Alors, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter pour les auditeurs de cette chaîne ? Alors, je suis Arnaud Lamotte, je suis technicien armement petit calibre, c'est-à-dire c'est ma formation. J'ai commencé cette activité donc en 2004-2005. J'ai travaillé pendant plus de 15 ans pour le ministère de l'Intérieur. Voilà, je suis également expert près la cour d'appel de Limoges depuis 2014. Voilà, donc ma spécialité, ce sont les armes de guerre petit calibre. Le petit calibre étant les calibres qui sont compris militairement parlant entre globalement le 5,56 et le 20 mm. Et au-delà de 20 mm jusqu'à 40 mm, on va parler de moyen calibre, et au-delà, on va parler de gros calibre. Voilà. Donc, c'est ça ma spécialité. Je fais également donc de la vulgarisation via le site LAI Publications. Avant cela, j'ai écrit dans Cible pendant quelques années. Et j'interviens régulièrement pour la chaîne donc Le Feu aux Poudres du camarade Thomas et la chaîne Yann Schroeder du camarade Yann. Voilà. Là, où tu es plus consultant que youtubeur, c'est l'impression que ça me donne. Mais alors, de toute manière, oui, clairement, quand Yann dit que je suis un gun-tuber, je dis non, parce que j'ai effectivement une chaîne YouTube, mais sur laquelle je ne produis pas de contenu parlé. C'est que des vidéos de démontage et des démonstrations de tir. Donc effectivement, je n'ai pas, on va dire, cette manière de faire des vidéos. Je ne l'ai pas. Oui, c'est un support vidéo pour LAI Publication. Et absolument, et à 100%. Ok. Alors, quelle était ta place de l'écriture dans ton parcours avant ce livre, hein ? Alors moi, je suis quelqu'un qui est toujours beaucoup aimé écrire, malgré, le handicap, le terme est peut-être un peu fort pour certains, qui est d'être dyslexique. Donc je suis dysgraphique et dysorthographique et c'est vraiment, quelque chose de c'est pas, on va dire, c'est pas une excuse, c'est quelque chose que l'on subit et j'ai toujours aimé écrire malgré ça, même très jeune, hein. Je me souviens avoir écrit, des premiers jeux de rôle qu'on avait construits avec des copains à partir des livres dont vous êtes le héros. Idem sur les scénarios de jeux de rôle un peu plus tard, mais également assez rapidement des choses, on va dire, par exemple sur les armes quand j'ai commencé à travailler au ministère de l'Intérieur. J'aime le travail écrit, je l'ai toujours aimé, parce que tout simplement ça permet, pour moi, ça me permet d'organiser ma pensée et de ciseler les choses. Et je vais nettement le préférer par rapport à l'exercice oral, même si l'exercice oral est très agréable, que ce soit là aujourd'hui dans une interview ou que ce soit dans le cadre d'une formation, et j'ai fait beaucoup de formations. Parce que tout simplement, par l'écrit, comme je dis, on va pouvoir ciseler. À l'oral, il y a l'échange qui est agréable, mais on ne sera jamais aussi précis et on n'aura jamais, on va dire, la possibilité de vraiment affiner le langage. Ok. Et tu écrivais dans LAI Publications. Qu'est-ce qui t'a J'écris toujours. poussé alors, c'est un format numérique, hein, pour ceux Oui. qui ne le savent pas, et on mettra le lien de ton Mm. site sur la chaîne. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de passer au format papier ? Mais alors bon, du coup à la base j'étais au format papier parce que j'étais sur cible. Et qu'est-ce qui m'a donné envie de passer au format numérique? Je vais retourner ta question si ça t'embête pas. Si tu veux. Pour Voilà, parce que en fin de compte, quand j'étais sur le format papier a un certain nombre de contingences qui sont liées au fait de, bah, dans une revue, il faut passer plusieurs articles, il faut respecter un certain format, il faut pas dépasser un certain nombre de pages, il faut qu'il y ait un certain nombre d'articles, et donc on avait des limites. Et donc ces limites-là, par exemple dans Cible, globalement, on était aux alentours des 3000 mots, ça pouvait aller un petit peu au-dessus, et aux environs des 20 photos, c'est pareil. Quand je dis 3000 mots, c'est pas rigide, ça peut être un poil plus, et quand je dis 20 photos, c'est pareil, ça peut être un poil plus, un poil mince. Et en fait, le problème, c'est qu'à 3000 mots dans un article, moi, honnêtement, j'ai à peine effleuré les choses. La plupart des articles que je fais font plutôt entre 6 et 9000 mots. Donc, du coup, j'avais ce besoin, on va dire, de liberté d'expression pour approfondir les choses. Et c'est ce qui m'a fait passer ça, plus les ingérences rédactionnelles de Cible à partir d'un certain moment, parce qu'il y a eu des ingérences rédactionnelles, clairement, et qui m'ont donné envie d'autonomie, qui m'ont fait passer au format
numérique. Numérique. Le format numérique via la e-publication, donc je suis le cofondateur avec Jean-Paul Sapé, donc qui est un camarade armurier qui m'a aidé sur la partie administrative du site. Moi, je suis sur la partie opérative, lui, c'est la partie administrative. Et donc, du coup, ça a été une liberté et le truc de revenir sur du papier, en fait, est venu parce que très tôt, à travers la e-publication, les gens me disaient, oui, mais en fait, ça, on le veut en papier. Et c'était un peu la contradiction. Alors, je le comprends, parce qu'effectivement, au niveau de la lecture, lire un livre et lire sur un écran, c'est deux expériences absolument différentes. Voilà. Mais par contre, au niveau de la production, c'est bien plus simple de faire de la production numérique que de faire de la production papier. Et par rapport à mon ouvrage, en fait, qui existait en format numérique depuis le lancement de la publication, on me l'a demandé plein de fois en format papier. Et donc, cédant, on va dire, aux instances de certains camarades qui me disaient fais-le en papier, fais-le en papier, fais-le en papier, je l'ai fait en papier. Voilà. C'est comme ça que je suis revenu vers le papier. Bon, et du coup, on a bien compris que euh, tu étais soucieux de garder toute une autonomie sur ton travail, de par ton expérience par ailleurs. Euh, pour- Est-ce la raison pour laquelle tu as choisi un projet participatif pour l'éditer? Alors oui, et c'est pareil, j'ai été conduit vers le financement participatif par des gens qui en avaient déjà fait et qui m'ont dit c'est une bonne solution par rapport à tes exigences. Et effectivement, quand j'ai écrit le bouquin, au départ, quand j'ai commencé à l'écrire, il y a fort longtemps, j'en ai parlé avec différents auteurs qui avaient publié chez différents éditeurs. Beaucoup avaient on va dire, des griefs contre les éditeurs ils trouvaient que leur travail n'avait pas été respecté. Il y avait eu des modifications que je vais qualifier de à la serpe parce qu'il fallait que justement le bouquin rentre dans une collection, il fallait que le bouquin rentre dans un format. Il y avait des choses qui ne leur plaisaient pas. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment donné envie, on va dire, de garder la maîtrise de mon projet. Donc c'était donc l'auto-édition, et effectivement, techniquement parlant, c'est de l'auto-édition, sauf que quand on fait de l'auto-édition, ben, la difficulté, c'est de trouver le financement. Et du coup, cette solution de financement participatif a été vraiment, on va dire, une cote parfaitement taillée pour le projet avec les desiderata que j'avais. Et du coup, pour le coup, ça match vraiment bien, vu que du coup, ça se passe bien. Bon, ça s'est bien passé pour le premier, voilà pourquoi il y a une Très seconde bien. édition. Ouais. Euh, et quand on fait la lecture de ton livre, on a l'impression que tu veux remettre un peu l'église sur la place du village. Qu'est-ce que tu as voulu transmettre dans ce livre? Ce que j'aurais voulu avoir quand j'ai commencé ce métier. Je crois qu'il y a beaucoup d'auteurs qui vont dire ça et je crois que c'est fondamentalement vrai. Alors, des auteurs, je pense qu'il y a des auteurs bullshit et je pense qu'il y a des auteurs sincères. J'espère qu'il y a, j'aurais tendance à penser, le travail d'écriture est quand même quelque chose de très contraignant, donc je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs sincères. Et je pense que beaucoup d'auteurs, notamment dans le domaine du technique, on va dire, ils transmettent quelque chose qu'ils auraient voulu lire. Et en fait, cet ouvrage, c'est ça. C'est pas tellement que j'ai voulu remettre l'église au centre du village, j'ai voulu apporter des réponses aux questions que je me suis moi-même posées et que je trouvais importantes à transmettre. C'était vraiment ça. Et comme je l'ai mis, je pense, en quatrième de couverture, sans qu'il y ait une mystification du sujet, parce qu'il y a des gens qui aiment bien justement le côté un peu cérémonieux des armes à feu, etc. Pendant toute ma carrière, j'ai entendu c'est de la micromécanique et des choses comme ça, des termes pas pompeux, mais bon, quand on compare Pas une arme à feu abordable à une... forcément pour tout le monde. Hein. Pas forcément abordable pour tout le monde finalement. Exactement, et il y a vraiment ce truc-là, alors qu'au contraire, moi je pense que justement, je dirais, c'est abordable pour à peu près quiconque du moment que les personnes on va dire, veulent s'y investir, et que du coup, il n'y a pas besoin de faire de mystique là-dessus. Donc voilà, c'était ça. Moi, l'idée, c'était d'être vraiment un ouvrage pédagogique, que les gens soient accessibles et leur expliquent beaucoup de choses. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est que tu souhaitais mettre aussi les bons mots et les bonnes définitions sur les choses. Pour moi, oui. Parce que tout simplement, ce que je disais, l'écrit permet justement de ciseler le langage. Et par le langage, en fait, c'est là qu'on arrive à transmettre les idées. Donc, pour moi, c'est absolument impératif. Alors, là, on va être dans un truc qui est un petit peu particulier, c'est que je vais pas forcément utiliser exactement les mêmes mots et les mêmes formulations que tout le monde. Mais justement, ce que je fais à travers le bouquin, c'est de proposer un langage que je pense compréhensible pour transmettre les idées. L'idée, pour moi, c'est vraiment ça. Donc, effectivement, il y a des choix de mots, il y a une réflexion sur la sémantique qui est quand même très poussée et dont le but est de faire en sorte que ça soit intelligible.
Est-ce que ça t'a mis une pression supplémentaire en plus de tout le travail et du stress de faire ce projet euh, par rapport à l'attente du lecteur? Alors, un stress supplémentaire. Alors, j'ai eu l'avantage que le bouquin, donc, il existait en ligne sur le site avant. Donc, déjà, il y avait quelques personnes qui l'avaient lu. Et ensuite, ce que j'ai fait avant de faire le tirage principal, c'est que j'en ai fait un tirage de plusieurs exemplaires, donc une dizaine d'exemplaires, que j'ai distribué à un public relativement divers. Je l'ai distribué aussi bien à des militaires que à des passionnés de tir de la Fédération française de tir, et etc. Il y a des techniciens et des choses comme ça. Et j'ai eu des retours qui étaient dithyrambiques, hein, même si dithyrambique, il y a toujours un petit peu une notion de c'est dans la flagornerie, mais pas du tout. Les gens, on va dire, parce que j'ai vraiment pris en compte, on a fait un tableau, tu sais, on a fait un Google Sheets avec les critiques, les interrogations et tout ça, avec cette dizaine de participants. Et les gens ont vraiment, ce n'était pas le truc de prendre le livre, l'ouvrir 5 minutes et dire c'est bon. Non, il y avait vraiment des retours, il y a Un vraiment eu esprit des critique ajustements. sur le travail. Ouais, tout à fait. Et donc, c'était ça. Et donc, en fait, après, l'ouvrage, bien sûr qu'il y avait un stress de se dire est-ce que l'ouvrage avait été bien, on va dire, allait être bien reçu, mais j'ai tout fait pour qu'il le soit et il est sincère. Après, je pourrais me planter sincèrement, hein. D'ailleurs, moi, je rappelle assez régulièrement aux gens que ça, c'est un point, ce livre c'est un point de départ au niveau de la réflexion, pour la simple et bonne raison que je ne suis pas omniscient, je ne sais pas tout, et aussi sincère que je sois, je peux me tromper. Donc ça, voilà, et du coup, il faudra le corriger. Bon, et puis j'ai vu aussi dans tes remerciements que tu as pris différents profils, différents horizons de tireurs, ce qui t'a peut-être permis d'avoir un avis assez large sur le ressenti des lecteurs. Mais complètement, c'est exactement ça, hein. Comme je disais, j'avais des militaires, des gens qui étaient issus des forces de l'ordre, des tireurs sportifs. Même si dans les relations j'en ai, mais on va dire la catégorie de personnes qui est sans doute sous-représentée dans les utilisateurs d'armes pour, on va dire, la relecture du bouquin, mais j'en ai quand même un qui a fait le travail, c'est les chasseurs, parce que bah, tout simplement, moi je suis issu du monde tir sportif, force de l'ordre. Et par extension, force de l'ordre, il y a une connexion très forte avec le militaire dès qu'on parle là-dedans. Voilà, mais c'est vrai que je suis pas du tout chasseur à la base. Mais bon, j'ai quand même eu, voilà. Donc oui, il y avait cette volonté-là. Bon, Arnaud, tu as une communauté assez impliquée. Est-ce que ça t'a changé ta manière d'écrire? Alors, non. Alors là, clairement, je n'écris pas pour faire plaisir. Donc, j'écris pas pour faire plaisir. Je n'écris pas pour flatter une communauté. J'écris parce que j'ai un sujet à traiter, un sujet qui me traite à cœur et que j'ai la matière pour le traiter. C'est ça, ça n'a pas changé. Ça a toujours été la manière que j'ai eu d'écrire. C'est d'ailleurs pour ça que je me lance pas. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit pourquoi tu fais pas un bouquin sur les Kalachnikov, alors que c'est un sujet que je connais très bien. Mais il me faudrait avoir un accès, même temporaire, mais quand même assez long à un certain nombre d'armes et en fin de compte, ben, je n'y ai pas l'accès que je voudrais, et donc je ne pourrais pas traiter le sujet comme je l'entendrais. Donc c'est pour ça que je ne vais pas le faire là-dessus, et c'est vrai que du coup le format article s'y prête plus. Et après, ben, la communauté, je sais pas, est-ce que c'est la mienne, est-ce que c'est celle de Thomas, est-ce que c'est celle de Yann? Je sais pas dire. Voilà, c'est une bonne question. Voilà, je suis toujours très moi dans les chaînes que j'écoute sur Internet, j'écoute Thinkerview. Et il parle beaucoup, l'intervieweur, de la communauté de Thinkerview, la communauté de Thinkerview. Et en fait, à chaque fois que je l'entends me dire ça, je trouve qu'il s'approprie les individus, en fin de compte, parce que j'ai envie de dire, j'ai une audience, plus qu'une communauté, des gens qui vont écouter ce que je dis. Et j'espère qu'ils ne se limitent pas à ce que je dis et qu'ils mettent en contradiction. Et du coup, on va dire, s'il y a des choses qui me font changer, peut-être, c'est ma manière peut-être de communiquer, de parler. Mais sur l'écrit, je pense pas que ça ait beaucoup impacté. Et par contre, ça a peut-être plus impacté, on va dire, la manière de faire de l'oral depuis que je fais depuis que je fais des interventions chez Thomas et chez Yann. Mais j'ai pas envie de dire c'est à la marge, mais c'est pas sur la forme, c'est pas sur le fond, c'est plutôt sur la forme. Et puis la communauté des lecteurs de LAI Publications connaissait déjà un petit peu le contenu ou le ton ou le type d'article. Ouais, mais
Alors, j'ai choisi quand j'ai lancé LAI avec Jean-Paul Sapé de ne pas avoir ni de forum, ni de comment ça s'appelle, ni de page commentaire. Parce que c'est un gouffre à temps absolument considérable. Et autant, bon, du coup, je me prête à l'exercice de bon cœur sur YouTube, notamment sur la chaîne de Thomas et sur la chaîne de Yann. Mais c'est hyper chronophage. Et autant il y a des échanges qui sont constructifs, autant il y a des échanges qui sont totalement stériles. Donc voilà. Et c'est pour ça, parler de communauté, j'ai un lectorat. Je sais pas, voilà, sur Oui, la communauté. c'était plus le terme que j'aurais dû choisir, le lectorat, Ouais. plutôt que Ouais, la une communauté. audience, vu que c'est, voilà, maintenant, aujourd'hui, je pense que je touche plus de gens, je me trompe peut-être, mais je pense que je touche beaucoup plus de gens à travers les podcasts et à travers les lives chez Yann Schroeder qu'à travers les écrits et les publications, ce qui, personnellement, euh, est un truc qui on va dire, dans le fond, qui me chagrine, parce qu'effectivement, mon travail principal de vulgarisation, il est sur LAI Publication. Bon, après, ça s'appelle la communication. Co- Faut parfois Complètement. mettre du visuel sur. Ah mais Et, et j'ai senti tout de suite la différence. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont poussé dans ce sens-là de passer du côté de face caméra pour justement ça. C'est Thomas et Xavier de la chaîne Magnum 44. Voilà, Xavier, je sais pas il s'en rend compte, mais on a eu fait une soirée ensemble où à la fin de la soirée, il m'a dit tu devrais vraiment faire de la vidéo et compagnie de ça. Et ça a été vraiment un des déclencheurs avec Thomas qui a beaucoup œuvré dans ce sens-là. Excellent. Donc, on disait que c'était la deuxième campagne Ouais. du tirage de ce livre. Sur la première, donc, qui s'est bien passée, puisqu'il y en a une seconde, est-ce qu'il y a eu en retour un événement marquant ou touchant de commentaires, alors, de retour des lecteurs? Ah ben alors les commentaires, oui, de toute manière, les commentaires, comme je disais, j'ai 99,9% de commentaires positifs parce que j'ai lu mon premier commentaire négatif la semaine dernière sur une vidéo de Thomas. Et un commentaire qui m'a fait énormément rigoler, donc alors je prends pas le temps de répondre à ce genre de choses. Quelqu'un qui, pour dédaigner mon travail, disait un copain me l'a prêté, on en a vite fait le tour. Je suis extrêmement sceptique qu'on ait fait vite le tour de mon ouvrage. Voilà, et c'est pas du tout les commentaires que j'ai eus. Les commentaires que j'ai eus sont vraiment très positifs, voilà, avec des gens, y compris des gens du métier. C'était peut-être là, tout à l'heure, tu parlais là où j'attendais des choses au tournant. C'était là que j'attendais le plus, notamment certains amis qui l'ont acheté et qui l'ont lu et qui n'étaient pas, on va dire, parmi les relecteurs. Pourquoi ils n'étaient pas parmi les relecteurs? Pas parce que je ne prête pas d'attention à ce qu'ils disent, bien au contraire, mais parce qu'ils n'étaient pas le public cible. Moi, j'avais un public cible qui était plus, on va dire, plus généraliste que ces copains qui sont soit des professionnels des forces de l'ordre, de l'armée ou des armuriers. Et même eux m'ont fait des retours en me disant que c'était génial et que c'était très pédagogique et que même eux avaient appris des choses. Et j'ai pas eu de sujet de désaccord. Je sais qu'il y a des sujets sur lesquels je vais avoir des désaccords avec certains collègues qui sont assumés. Il y en a même un, quand je parle des bacs de canon, j'explique que je sais que les gens ne seront pas forcément d'accord avec ce que moi j'en retiens comme explication la plus vraisemblable. Mais même là, j'ai pas eu on va dire, j'ai pas eu d'opposition frontale. Bon, et puis, moi-même qui suis un grand lecteur, je dois dire que c'est un livre qui manquait dans la bibliothèque. Euh, il n'y a pas. Alors, j'ai des livres en français, en anglais. Mm. Enfin, je vais pas m'étendre sur moi, c'est pas mon interview, mais voilà, j'ai un certain nombre d'ouvrages, et c'est vrai qu'en français, on n'avait pas de livre de ce genre. C'est pour ça que je l'ai écrit aussi. Alors, le pourquoi, c'est en fin de compte, pourquoi j'ai écrit ce bouquin, pourquoi j'ai commencé à écrire ce livre en marge de l'écriture des articles, qui, comme je disais, était une manière d'écrire qui me plaisait bien, les articles. C'est peut-être un peu comme la nouvelle par rapport aux gens qui font du roman. C'est quelque chose, c'est pas que le projet soit moins ambitieux, c'est que ça permet de focaliser sur un truc plus concis, de faire un article. Et en fin de compte, moi, pendant donc du coup mes 15 années au ministère de l'Intérieur, j'ai fait plus de 10 ans où j'ai fait de la formation. Et quand je faisais de la formation, et de la formation qui était quand même très technique, à l'issue des formations, les gens me disaient où est-ce que je trouve un ouvrage où il y a les informations techniques que tu donnes en cours? Et en fait, à chaque fois, je leur disais, mais je n'ai pas de référence à vous donner.
C'est et c'est ce qui m'a poussé à écrire ce livre-là, parce que pour moi, c'était techniquement possible de le réaliser, malgré les 360 photos que j'ai faites, vu que toutes les photos sont de moi, voilà des illustrations pour illustrer de ça. Parce qu'en fin de compte, c'était quelque chose du domaine du faisable et je pense que c'était quelque chose effectivement que personnellement je ressentais comme nécessaire. Donc et c'est pour ça que je l'ai fait, ce livre. Donc oui, je pense que ça manquait et idem, un copain me disait, et donc lui il a été destinataire des premiers exemplaires. Au début, il me disait mais pourquoi tu perds ton temps à faire ce livre? Des livres comme ça, il y en a plein. Et on lui disait avec Thomas, on lui disait non, sincèrement, je ne crois pas qu'il y ait de bouquin comme ça. Et un peu plus tard, en a parlé en disant effectivement c'est un bouquin qui n'existait pas. Exactement, il faut en avoir, faut piocher dans plusieurs ouvrages pour retrouver, Mm. recroiser ce type d'infos Mm. et pas forcément des infos toujours heureuses. Donc voilà pourquoi il est intéressant. On va s'intéresser un petit peu à ta manière de travailler. Mhm. Arnaud, comment tu écris? Alors, c'est à l'inspiration, t'as une méthode un peu rigide où voilà, t'écris le matin à telle heure et pendant tant de temps. Enfin voilà, c'est un peu une question qui est transverse sur tous ceux qui écrivent. Et je voulais savoir un peu comment tu faisais. Alors aujourd'hui, mais je vais revenir sur le fait que c'est aujourd'hui, j'écris quand je peux. Et ça, c'est vraiment, d'ailleurs, c'est le gros problème, c'est que ma vie d'aujourd'hui n'est pas la même vie qu'il y a 10 ans, pour des raisons personnelles et tout ça, et j'écris beaucoup moins aujourd'hui qu'il y a 10 ans, et d'ailleurs, j'en suis assez, personnellement, j'en suis assez meurtri. Et parce que, comme je disais, c'est vraiment un travail que j'aime énormément, mais dans la vie, malheureusement, ben, il y a plein d'autres choses qui vont se percuter autour de ce travail d'écriture, sachant que le travail d'écriture, pour les gens qui n'ont jamais écrit, c'est un travail qui est extrêmement chronophage, mais non seulement qui est extrêmement chronophage, mais qui nécessite en plus qu'on y consacre des plages horaires assez conséquentes, vu qu'en fait, nos comptes, on peut pas se mettre à écrire un quart d'heure, s'arrêter et faire autre chose. Non, j'exagère le trait, mais moi, il me faut au moins 2 heures en continu pour commencer à écrire, rentrer dedans, réfléchir, chercher, moduler, etc. Donc c'est quand même quelque chose d'assez long. Et par exemple, d'ailleurs, c'est anecdotique, je ne comprenais pas les auteurs qui avaient un appartement à côté de leur appartement familial pour aller écrire. Aujourd'hui, je comprends à 100%. Voilà, pour moi, au début, je me disais, putain, c'est des contraintes supplémentaires pour rien, mais en fait, non. C'est pour s'acheter la tranquillité et la liberté d'écrire quand on veut. Donc voilà. Alors, quand j'ai écrit, et notamment cet ouvrage, quand il a été écrit, on était plutôt sur des phases, on va dire, j'ai envie de dire, de boulimie d'écriture. Donc vraiment des phases avec des très grosses journées d'écriture, c'est-à-dire dans la journée, ça va se lever le matin, je vais écrire jusqu'à l'heure de manger. Je vais manger parce que c'est important pour moi. Je vais me remettre à écrire et des fois même je vais écrire largement le soir après le dîner. Et ça m'est arrivé même quand j'étais au ministère de l'Intérieur, vu que j'ai commencé à écrire alors que j'étais encore ministère de l'Intérieur, de me lever la nuit pour écrire, mais ça, c'était associé à autre chose, c'est-à-dire c'est aussi associé au fait que quand je bossais au ministère de l'Intérieur, j'avais une qualité de sommeil qui était pas très bonne, et donc du coup, je me levais la nuit, et donc j'écrivais à ces moments-là. Donc ça a été ma manière d'écrire. La part d'inspiration, ben, alors, oui et non. En fin de compte, sur ma manière d'écrire, alors sur cet ouvrage, j'avais identifié entre guillemets les chapitres. Donc le fait d'avoir identifié les chapitres permet, on va dire, de se lancer sur ces thématiques-là. Et après, ça aussi, c'est ce que je disais, je n'aurais jamais pu faire ça sans l'outil informatique. Ça, clairement, même avec une machine à écrire, j'aurais jamais pu le faire. Et là, en fait, l'outil informatique est fabuleux pour une chose, parce qu'effectivement, je vais avoir des phases d'inspiration sur certains sujets, où je vais avoir réfléchi à un sujet, je vais travailler dessus, et après, je vais développer au-dessus et en dessous de ce sujet. Donc souvent, l'article, il va pas être écrit d'une manière linéaire et progressive continue, mais il va être écrit avec, je pars d'un point un peu, un peu au milieu ou un peu excentré, et je vais revenir en amont, je vais revenir en aval, je vais découper, je vais recoller, je vais restructurer, jusqu'à avoir quelque chose que je trouve fluide à la lecture et qui correspond à l'idée que j'avais. Bon, puis écrire un livre, ça demande beaucoup d'informations et de recherche. Mhm. Euh, c'est une question que je pose souvent, c'est comment tu t'y prends? Tu as accès à des archives, tu vas dans des musées, Mais, tu as... alors, comment ça s'appelle? Alors, sur la partie documentaire, ça va être des livres. Et sur un livre comme celui-là, ben, en fin de compte, donc sur le guide pratique des armes à feu, alors là, forcément, on va pas, si on le voit, il sort pas trop mal. C'est surtout une vie professionnelle que j'ai mis par écrit, en fin de compte.
C'est ces informations-là. Il y en a quelques-unes effectivement qui vont être issues de ressources documentaires. Par exemple, pour le comment ça s'appelle pour justement, j'ai évoqué tout à l'heure l'histoire des bacs dans le canon. Ça vient d'un bouquin qui a été traduit par la NRA d'un Russe qui s'appelle Competition Shooting. Voilà. Et ça va être effectivement, mais on va dire, c'est des années de compilation de lecture. Avec des fois des moments où je vais relayer dessus, mais c'est aussi sur ce bouquin beaucoup on va dire, d'expériences professionnelles et voilà, de choses comme ça qui vont être retranscrites. Maritex. Et ce qui est Oui, étonnant dans ton livre, c'est les photos. ouais, Tu dis que toutes les photos ont été prises par ou toi. presque. Alors, Ouais, je ne doute pas, je ne mets pas en doute ouais. cette question, mais c'est quand même. Alors, c'est par ton métier que tu as réussi à avoir toutes ces prises de vue? Alors, une fois de plus, c'est exactement la même chose. Bah, l'accès au matériel, oui, c'est le métier qui fait ça, très clairement, il y a pas voilà, j'ai eu accès à tout ce matériel-là parce que j'ai bossé au ministère de l'Intérieur et parce que j'ai été expert auprès des tribunaux et c'est surtout le fait d'être expert auprès des tribunaux qui permet, d'avoir accès à du matériel, notamment dans les catégories A2, des choses comme ça. Voilà, mais c'est voilà, ça, c'est l'aspect, professionnel. Et la photo, pourquoi la photo, on va dire, je pense, est soignée et elle est lisible? Ben parce que c'est pareil, quand je lis des bouquins, il y a plein de bouquins que j'ai lus où je trouvais la qualité des photos et la lisibilité des photos absolument déplorable. Et donc, en fait, j'ai voulu proposer les photos que j'aurais voulu voir. Voilà. Et donc, dans le livre, les photos d'armes, c'est à 99% les miennes. Il doit y avoir, les autres sont crédités. Là, il y aura une photo de Thomas dedans qui remplace la photo d'un autre photographe d'un matériel auquel moi j'ai pas eu accès. Et après, j'ai utilisé quelques plans de l'excellent jeu World of Gun, qui est un excellent média d'apprentissage sur les armes à feu, même si il y a des erreurs dedans. Mais comme je disais, personne n'est à l'abri d'une erreur. Et c'est pas parce qu'il y a quelques erreurs qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Bon, c'est ce qui fait aussi l'âme du livre. Mm. Il y a eu une partie qui a été plus difficile pour toi dans ce livre à écrire? Alors, de but en blanc, je reprends le chapitrage. Non. Sincèrement, je crois pas qu'il y ait eu de parties qui soient plus difficiles que d'autres à rédiger. La question, on va dire, ce qui a été difficile, c'était parfois d'arbitrer, est-ce que je dois mettre ça là ou ça ailleurs? Ouais, aussi bizarre que ça puisse paraître. Et notamment sur le chapitre, on va dire les deux chapitres qui sont le pivot du bouquin, qui sont Carcasse Culasse Canon, donc le chapitre 5, et le chapitre 6, Fonctionnement. Et ça a été assez difficile à certains moments, notamment pour les systèmes de mise à feu, les systèmes de percussion, etc., d'arbitrer où aller quoi et dans quelle chronologie. Parce que c'est ça qui est compliqué, c'est-à-dire c'est de se dire, il va falloir que je déroule, et il va falloir que je déroule pour que les gens puissent comprendre. Et en fin de compte, il y a des sujets, si je les aborde après d'autres, ben on comprend pas les sujets dont je parle. Donc on va dire, s'il y a eu un truc qui a été sans doute délicat à écrire, c'est ça. Non, mais moi, je me suis éclaté à tout écrire. Ouais. On va être très clair. Même des sujets un peu qui peuvent paraître rébarbatifs, mais qui pour moi en fait font vraiment partie du truc. Le chapitre sur la sécurité peut paraître de se dire ouais, c'est l'étape obligatoire, etc. Mais c'était hyper intéressant d'y réfléchir. Même le premier chapitre que moi je trouve fondamental, qui est le chapitre l'état d'esprit, qui explique que bah, une arme à feu c'est pas un objet comme un autre et que du coup il faut adapter un comportement. Et un comportement, c'est même c'est un état d'être. C'est pas voilà. Et ce n'est pas de la spiritualité de comptoir ou quoi que ce soit. C'est juste intégré que comme une bagnole, une arme à feu, c'est pas un objet comme les autres. Et donc du coup, il faut adapter des comportements à ça. Voilà, il y a pas de spiritualité ou quoi que ce soit. Il n'y a pas du tout de ce genre de choses dans mon bouquin. Chacun fait sa propre spiritualité. Voilà. Si tu me permets la blague en présence de Skippy, comme dans le sketch des inconnus. Mais voilà, donc il n'est pas question de ça. Moi, tout le bouquin a été quelque chose que j'ai énormément pris de plaisir à écrire. Il n'y a pas de... De toute manière, je suis pas sûr d'arriver à écrire quelque chose qui me fasse pas envie. D'accord, oui, Je pense que c'est l'envie qui te pousse à écrire. oui, oui. C'est parce qu'il y a quelque chose à transmettre. Il y a une idée à défendre. Alors, je pensais te la poser un peu plus tard, mais t'as d'autres envies aujourd'hui en termes d'écriture? Ben, sur l'écriture, plein. Et c'est justement le drame, c'est le temps.
j'ai plein de sujets à traiter. Après, j'ai des sujets, je sais, qui sont moins porteurs. J'en ai fait déjà un donc sur le site qui s'appelle le choix le choix des mots, le choix des armes, la sémantique de catégorisation des armes à feu, qui sont, moi, des sujets qui m'intéressent énormément. Ce sont tous les sujets qui permettent la réflexion autour des armes à feu. Et je pense, mais je l'avais dit chez Jan Schroeder, je pense que si ouvrage papier suivant il y aura, je pense que ce sera un ouvrage qui s'inscrira dans la lignée de ce livre, mais non pas pour apprendre les armes, mais pour réfléchir les armes. C'est Et là, par contre, je sais qu'au niveau du public, je pense que j'aurai moins de monde. Doit-on penser que ce premier opus est la pierre fondamentale à une série qui suivrait? Ah, j'aimerais bien, mais le truc, c'est je vais pas écrire pour écrire. Je vais, comme c'est ce que je viens de dire en fait. Il faut que j'ai le sujet. Tous ces sujets de réflexion sur les armes à feu sont des sujets qui me plaisent énormément parce que j'aime me questionner, j'aime voilà, j'aime comprendre. Hein, ça clairement c'est un truc et donc comprendre. Il y a toujours un niveau de compréhension au-dessus et puis finalement au bout d'un certain moment il y a une histoire de se comprendre aussi soi-même. Mais voilà donc il y a ça. J'aimerais bien, mais en fin de compte, le truc, c'est que le sujet, entre guillemets, n'est pas inépuisable. Hein. Je pense qu'il y aura un moment où les choses seront relativement dites. Je pense que je vais essayer de le mener à bout, ce projet de faire donc, ce sera un recueil d'articles, ça sera pas autre chose. J'essaierai de voir comment je peux l'articuler, mais ça me paraît très compliqué. J'en avais parlé pareil chez Hans Schroeder. Moi, il y a la question de le pacifisme et les armes à feu. C'est des choses qui sont intéressantes. Alors après, évidemment, il y a ce qu'on met derrière sur le terme de pacifisme, mais ça fait partie de l'article. Je ne vais pas me lancer là-dessus à ce sujet-là. Mais il y a plusieurs articles comme ça que je trouve très intéressants. En plus sur des ouvrages de réflexion, du moins sur... Pas des, mais un. Ah, Voilà. d'accord. Et après, l'autre question qui se posait, c'était la question de faire, mais je suis pas hyper convaincu. C'est-à-dire, j'aurais bien voulu, par exemple, faire un ouvrage sur le Makarov, qui est un pistolet qui me plaît énormément, etc. Mais on en revient toujours à ce que je disais tout à l'heure sur les Kalachnikov. Si je veux être absolument exhaustif sur le sujet, il me faut l'accès à une quantité d'armes qui est et quand je dis quantité, c'est pas le nombre d'armes, c'est le nombre de variantes d'armes, et de le faire bien avec les bonnes photos et de ça et compagnie. C'est Ça me paraît compliqué. Il y a des bouquins qui sont quand je regarde, attends, je vais frapper un. Il est où? Il est là. Ah! Eh ben, Qui est c'est ce un que, excès c'est ce que j'allais un ex voilà, un excellent bouquin. Alors, ben là, on le voit, voilà, The oui, Grim Reaper de Frank Amico. Excellent livre sur les armes à feu. Ça m'intéresserait pas de faire ce livre. Déjà parce qu'il existe déjà. oui, voilà. Donc aucun intérêt. Et en fait, lui, ce qu'il a fait, donc c'est il a fait. Alors l'ouvrage est excellent d'un point de vue technique et d'un point de vue référencement. Mais si je devais, on va dire, partir sur un truc comme ça, il faudrait que là, lui, il a fait globalement des photos recto verso avec des photos gros plans de la plupart des variantes de Kalachnikov. Pour se faire, comment il a fait? Ben, tout simplement, il est allé taper dans les stocks de l'armée et je pense, du FBI aux États-Unis pour avoir cet accès-là. Donc, faut imaginer, on est dans les plus grandes collections du monde, très clairement. Je crois que c'est Quantico, c'est Marines, mais je veux pas dire de bêtises, une grosse partie de l'ouvrage. Voilà, et il y avait un autre comme ça, c'était Hetzel, et donc Hetzel, c'est pareil, il était allé taper dans des stocks de l'armée américaine pour faire ça. Et moi, en fait, il faudrait que j'arrive à avoir accès à ces mêmes choses-là, et en plus de ça, en allant plus loin dans le niveau de détail, c'est-à-dire en photographiant des pièces détachées, etc. et compagnie. Et en plus, je suis pas sûr que ça intéresserait beaucoup de monde. Et sinon, donc, l'idée, c'était on va dire, d'essayer de porter les articles en fascicule. Mais je suis pas sûr que ça soit enfin, qu'il y ait un public pour ça. Et ensuite, le modèle économique, parce qu'il y a ça aussi, hein, il faut bien comprendre que quand on fait un bouquin, il faut, voilà, j'aimerais ne pas avoir de soucis financiers dans la vie et pouvoir, on va dire, faire les choses uniquement par passion, ce que je fais déjà beaucoup, en fin de compte. Mais en fin de compte, c'est simplement pas réaliste. Il faut que l'ouvrage, comme là, j'ai mis dans la seconde édition, pour que ça soit rentable, il faut que j'en fasse 500. Si j'en fais 100, c'est pas rentable. Effectivement. Et puis pour écrire un Voilà. livre, bah, comme tu parles, je pense à ce livre-là sur l'AK-47, Mm. c'est pas pour réécrire ce qu'on a déjà dans la Aucun bibliothèque. intérêt. Voilà.
Aucun intérêt. Après, on a un ouvrage en commun avec deux autres auteurs qui est sur un stade préliminaire, c'est-à-dire on est en train de faire le gros recueil d'informations et de ça. Ça fera, mais c'est pas mon projet solo, c'est un projet à trois et c'est trop tôt pour en parler. Est-ce que le fait d'avoir écrit, ça t'a fait évoluer sur quelque chose, sur un aspect? Mais oui, toujours. Mais après ça, je pense qu'on évolue tout le temps en permanence. Voilà, après, on va dire, tant que faire se peut, je ne suis pas dans la croyance. Je suis dans le factuel, dans le technique et donc du coup, on va dire le corpus de connaissances n'évolue pas, continuellement. Mais oui, le fait d'écrire, de toute manière, je vois comment j'ai écrit, mes premiers articles et comment j'écris aujourd'hui. Je vois qu'il y a des différences, on va dire, même de méthodologie et quand je reprends mes anciens articles, il y a des choses que j'ai envie de réécrire. Donc forcément, oui, il y a eu une évolution. Et c'est ce que je disais il y a pas longtemps à un autre copain qui écrit, et je lui disais, mais en fin de compte, parce que j'étais il me soumettait sa prose, et donc je formulais mes critiques, euh, appuyé, justifié, et je lui disais: «Mais je te rassure», parce qu'il me disait: «C'est oui, mais c'est un papier que j'ai écrit il y a très longtemps», et je disais: «Oui, mais je te rassure, quand je lis un papier que j'ai écrit il y a même les papiers que j'ai lu que j'ai écrits au début de la publication, je jette pas le bébé avec l'eau du bain, mais il y a des choses que je modifierai», et d'ailleurs, c'est des choses que j'ai fait sur certains articles. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup le format numérique. Ça permet de se maintenir à. Oui, puis à force d'exercice, on prend de la maturité finalement. Exactement. Et puis, je parlerai avec le Arnaud Lamotte qui avait 30 ans, je ne serais pas d'accord avec lui. C'est voilà, je sais qu'il y a des gens qui me disent, parce que je le dis, c'est quelque chose que je dis régulièrement à certaines personnes en disant: «Mais tu parlerais à ton toi d'il y a 30 ans, vous seriez d'accord?» J'en ai quelques-uns qui m'ont répondu: «Oui». Moi, je sais qu'il y a plein de sujets sur lesquels j'ai évolué, c'est évident. Oui, c'est une aventure humaine, hein, de toute façon, et Complètement. on évolue, quelle que soit Mmh. notre activité. Exactement. Il y a un chapitre, pour revenir à ton livre, où tu es le plus fier qu'un autre, il y a une petite partie où, voilà, Beh qui te tient à cœur? Moi, mon chapitre chouchou, ça doit se sentir quand on le lit, c'est fonctionnement. C'est le chapitre numéro 6, c'est celui où je vais parler de tous les fonctionnements, de tous les détails de fonctionnement d'une arme, et alors principalement d'une arme à réarmement automatique et d'une arme à tir automatique, parce que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus passionnant sur les armes, donc c'est voilà. Pour moi, c'est le cœur de l'ouvrage. Il est, on va dire, à ce croisement de comprendre pour maintenir l'arme, donc c'est la partie que j'ai préférée, et c'est la partie qui est la plus grosse en volume. Les 13 chapitres sont pas équivalents. Il y a des chapitres très petits, l'état d'esprit c'est très petit, et il y a un chapitre absolument dantesque qui est le sixième chapitre, c'est le plus gros. Le chapitre 5 et le chapitre 6 qui travaillent relativement ensemble. Tu vois, dans les questions, je reviens sur une question tout à l'heure, la place du chapitre 4, calibre et munitions, je me suis longtemps posé la question de est-ce qu'il fallait que je le mette avant ce chapitre 5-6 ou après. Et en fait, maintenant, pour moi, c'est absolument évident qu'il fallait le mettre avant. Fallait parler de calibre et de munitions avant de parler de carcasse canon culasse. Et enfin, carcasse, canon et système de fermeture pour parler correctement, et fonctionnement. Voilà. Mais oui, le chapitre qui me plaît le plus, c'est le 6. Je pense que ça se voit quand Effectivement. on fait le. Ouais. Et dans le tir, il y a pas mal d'idées reçues. Heu, Est-ce que tu as voulu un peu casser la figure à certaines idées reçues? Complètement. Sachant que par contre, ce que n'est pas l'ouvrage, c'est pas une leçon de tir. L'ouvrage parle du tir, il parle de qu'est-ce que c'est qu'un bon tir. En fin de compte, l'histoire du tir, c'est de la régularité. Donc en fin de compte, il faut appréhender les questions qui permettent de maintenir une régularité entre les tirs pour serrer le groupement. Et après voilà. Mais oui, effectivement, alors casser des idées reçues sur le tir. Pas vraiment. Moi, ce que pareil, chose, mais comme je disais, j'ai tout bien aimé écrire. Sur le chapitre justement qui s'appelle l'action de tir, j'ai beaucoup pris de plaisir à décrire les différents incidents de tir pour justement, quand j'entends les gens dire c'est une double alimentation, alors que ce n'est pas une double alimentation parce que c'est un défaut d'éjection, qu'il n'y a pas de munitions, mais qu'il y a une douille, des choses comme ça. Ça, c'était des choses où effectivement, il y avait le souci, ce que tu disais un petit peu plus tôt dans l'interview, d'utiliser les bons
termes pour décrire les bons problèmes ou les bonnes solutions ou les bons phénomènes. Voilà. Donc il y avait ce truc-là. Plus cette idée-là, plutôt que de tordre certains coups, voilà, tordre certains coups, je l'ai fait, on va dire, je l'ai fait plus dans certains autres articles qui vont parler de certaines armes. Ça oui. Voilà, mais pas forcément dans ce livre. Le lecteur qui lit ton ouvrage en le refermant, qu'est-ce que tu aimerais qu'il retienne euh, de sa lecture? J'aimerais que, mais c'est hyper. J'ai une approche. Je vais employer un terme qui est hyper galvaudé. Mais je sais pas. Si voilà, je sais quel terme je vais utiliser à la place parce que j'ai tendance à utiliser le terme holistique et qui pue un peu. Voilà, qu'il ait une approche globale du fonctionnement d'une arme à feu. C'est-à-dire que quand il arrive au stand de tir, qu'il appuie sur sa détente, il ait une visualisation complète des phénomènes qui sont à l'œuvre et potentiellement de qu'est-ce que il pourrait, si quelque chose se passe mal, d'où ça pourrait venir. C'est-à-dire s'il peut avoir ça, plus le fait qu'il a bien entretenu et bien contrôlé son arme derrière, parce que c'est pareil, les derniers chapitres, hein, donc démontage, inspection, lubrification, c'est des chapitres, pour moi, c'était essentiel de les écrire et je ne suis pas convaincu que quelqu'un les ait eu écrits avant. Alors que pour moi, c'est dans une arme à feu, c'est du fondamental. C'est vraiment quelque chose d'hyper important. Donc j'aimerais qu'il y ait vraiment cette approche globale de l'arme à feu avec qui est pas subie, mais qui est, pareil, terme bullshit, qui est proactive. C'est-à-dire la personne sait ce qu'il va faire avec son arme, comprend son arme, comprend l'action de tir. Voilà. Et si le bouquin a permis ça, c'est vachement bien. Et après, après je déporte un peu la question sur autre chose. Moi, mon fantasme par rapport à cet ouvrage, c'est qu'il pave la voie à une génération de gens qui seront bien meilleurs que moi. S'il y a dans une génération, les gens disent, moi je suis rentré dans ce métier, j'ai fait ça, je suis le nouveau, allez, soyons fous, le nouveau Mikhail Kalachnikov, etc. et compagnie. Quand j'étais jeune, j'ai lu le bouquin d'Arnaud Lamotte, ça m'a mis le pied à l'étrier. Ça c'est l'ultime C'est le Graal. consécration. Mais c'est flatter son amour propre, c'est pas autre chose. Non, Voilà. mais Mais c'est important que le travail qu'on fait soit apprécié aussi, hein, donc il n'y a pas de, et, et c'est qu'il pas est compté. déplacé. Ouais. Si tu devais résumer ton livre en une phrase, Ben, c'est ce que j'ai mis sur le Kickstarter. Donc je vais jamais me contenter que de lire ce que j'ai mis sur le Kickstarter. Attends, je vais te le mettre. Euh, Seconde édition du livre qui dit tout ce que vous devez savoir sur les armes à feu. Voilà. Et ça a l'air de rien, mais en fin de compte, pour pondre cette phrase, parce qu'il fallait se dire, c'était plein de sens. et voilà, exactement. Il fallait que ça soit accrocheur, que ça soit, parce qu'on va pas se mentir, hein, il y a il y a une démarche. Le bouquin est là pour être vendu, hein, clairement. Je deviendrai pas milliardaire avec ça, hein, voilà, mais c'est quand même important l'aspect financier. On va pas se mentir. Même s'il y a une démarche éthique avec le côté Made in France, le bouquin est imprimé en France, les autres contreparties sont faites en France. Il y a que Kickstarter qui est pas un truc français, mais malheureusement pour faire la promotion d'un livre sur les armes à feu, c'est pas la peine d'essayer de faire alors j'aurais pu faire Tipeee visiblement vu que j'ai vu qu'il y avait des gens qui l'avaient fait par Tipeee, mais moi j'étais parti sur Kickstarter parce à la base j'avais fait KissKissBankBank et KissKissBankBank m'ont envoyé sans haine ni quoi que ce soit, mais ils m'ont envoyé chier. Hein, voilà, j'ai eu non je crois en 12 heures à peu près. C'est 12 ou 24 heures. J'ai eu non quasiment de suite. Voilà, et sur Kickstarter je savais que ça passerait, donc c'est pour ça que je suis allé sur Kickstarter. Mais sinon voilà, il y avait cette démarche-là éthique. Ouais. Donc ouais, tout ce que vous devez savoir sur les armes à feu, je pense, mais sur les armes à feu de manière générale. Vous n'allez pas tout savoir sur la R15, vous n'allez pas tout savoir sur la Kalachnikov. Non, c'est sur les armes à feu. Une fois de plus, j'espère que c'est un pied, j'espère que c'est quelque chose qui permettra de mettre le pied à l'étrier aux gens. Oui, et au moins quelle que soit l'arme qu'on a entre les mains, de comprendre chaque élément pour Ah, arriver de l'action de l'utilisateur jusqu'au tir. complètement. Et c'est vraiment comme ça que le bouquin est construit, hein. C'est-à-dire, il ne s'enferme pas. Et évidemment, on pourrait lui faire le reproche suivant, c'est d'avoir fait l'impasse sur quelques systèmes qui sont à l'extrême marge. C'est-à-dire les systèmes qui sont représentés par une arme unique. Généralement, n'y sont pas, mais par contre, normalement, on doit trouver dans le bouquin tous les éléments qui permettent de comprendre quand même. Alors, comme tu disais, la première série, la première édition a bien fonctionné.
et ça a donc appelé une seconde édition. Mmh. Est-ce qu'on va avoir des différences entre la première et la seconde édition? Comme évoqué, quasiment pas. C'est pareil, je l'ai évoqué immédiatement dans la vidéo, de présentation du Kickstarter et c'est la seconde phrase de la page Kickstarter. La première, voilà, c'est expliqué que c'est une deuxième édition, enfin que c'est la deuxième édition du premier ouvrage et après la deuxième phrase, c'est: «Cette seconde édition papier est une version quasi identique de l'édition précédente. Elle comporte quelques corrections orthographiques et le remplacement de la photo 5.9 de la page 83. Oui, comme tout le reste de ce travail, c'est très précis.» Voilà, et le but de l'opération, c'est bien ça, c'est qu'en fin de compte, euh, toutes les semaines, j'ai plusieurs personnes qui me demandent l'ouvrage. Et ça fait plusieurs mois qu'il n'y en a plus du tout. Donc c'est pour ça que je l'ai reproposé. C'était pour permettre aux gens. Alors, parce qu'il y a sur les ouvrages des armes à feu, bah, tu m'as l'air consommateur d'ouvrages sur les armes à feu, tu dois voir qu'il y a de la spéculation sur certains ouvrages. Il y a Exact. des ouvrages qui sont devenus intouchables, anglo-saxons, pas tellement Ouais, ouais, français, ouais. mais anglo-saxons. Moi qui aime beaucoup les... Alors, je sais pas si tu as pu voir sur ma chaîne, j'aime beaucoup les armes américaines Hmm. de l'Ouest. Et effectivement, il y a des ouvrages, c'est le prix d'une arme. Ah ben complètement, c'est complètement parti en loukoum. Moi, il y a un ouvrage que j'affectionne particulièrement, les gens qui me disent sur Alay Publications le savent parce que je le cite souvent, c'est le bouquin Soviet Small Arms and Ammunition de David Numovitch Bolotin. J'ai réussi à les acheter pas cher, mais j'en ai vu passer à plusieurs centaines d'euros, et je crois même que j'en ai vu passer avec le millier d'euros dépassé sur le prix qui était demandé. C'est Donc assez c'est voilà. extraordinaire. Et donc, ben, la vocation de l'ouvrage, c'est quand même d'être diffusé, de cet ouvrage, c'est quand même d'être diffusé largement. Donc, finalement, le fait de proposer une seconde édition demandait un peu de travail, parce que faut créer le Kickstarter, faut le suivre, faudra gérer les expéditions, etc. Mais en comparaison de ce qu'a été la première édition, ça va, et je trouvais que ben, j'ai pas envie que l'ouvrage soit rare. J'ai envie que les gens puissent se le procurer. Et sachant que donc ce que je vais faire à travers cette seconde édition, je vais les gens qui l'ont commandé vont le recevoir. Moi, le but de l'opération, c'est pour ça que le but de financement participatif est beaucoup plus bas que l'an dernier, c'est de me générer du stock. Ce stock sera tampon. Je sais qu'il va partir plus lentement. Voilà. Le but, c'est de pouvoir continuer à proposer l'ouvrage euh, au moins jusqu'à la fin de l'année. Est-ce qu'il y aura une troisième édition? Je ne pense pas, tout simplement parce que je pense qu'il n'y aura pas, enfin une troisième édition. Est-ce qu'il y aura une édition par an sur les 10 ans qui viennent? Non, je ne pense pas, parce que je pense qu'il y aura tout simplement plus la demande après un certain moment. Voilà, après, est-ce que dans 5 ans ou un truc comme ça, j'en referai une? Peut-être, c'est pas impossible. Augmenter, peut-être, même si je vois pas très bien ce que je vais augmenter dedans aujourd'hui, peut-être que je reformulerai des choses comme ça. C'est pas impossible. Voilà. Mais le but de l'opération, c'était de créer, on va dire, de créer du stock, parce que, ben, ouais, depuis le mois d'octobre, le stock, il est sur 1600 exemplaires. Le stock est à zéro. Alors, de ce que j'avais compris sur un live que tu avais fait chez Yann Schroeder, Mhm. c'est que tu avais des livres donc en précommande et des livres aussi chez les armuriers. Ça a fonctionné J'ai... aussi? Ah ben oui, les ouvrages chez les armuriers, il y en avait, bah, c'est transparent, il y en avait 150. Ils sont partis, oui, ils sont tous partis. Ouais. Bon. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette seconde édition. Du coup, on sent quand même, de par tes écrits, puisque j'ai lu d'autres choses euh, à part ton livre, de toi, on sent qu'il y a une volonté de transmettre. Oui, oui. Oui. Ah oui, oui, mais c'est indéniable. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont transmis, que ce soit sur les armes ou sur autre chose. Je vais me focaliser sur les armes. Ça fait partie des gens les plus intéressantes que j'ai rencontrés de ma vie. Là, il y en a une qui est pas, il y a une dame. La première armurière que j'ai eue, c'était Madame Hélène Bouffil, qui était une armurière à Toulouse, juste à côté du Monument aux Morts. Et quand j'y ai débarqué, la première fois, j'avais 16 ans. Et pareil, j'en ai parlé dans le dernier live de Yann Froder, c'était le mot de la fin. Voilà, elle est décédée il y a 15 jours ou 3 semaines. Donc c'est une femme incroyable. Déjà femme armurière dans les années 60, 70 et 80, 90. Enfin voilà, enfin probablement de 70 à 90. Voilà, elle a fermé quand moi je devais avoir 18 ans à peu près. C'est quelqu'un qui, quand elle me recevait à l'armurerie, alors que j'étais un jeune gamin de 16 ans et que j'avais techniquement parlant pas grand-chose à y foutre,
Elle a toujours consacré du temps. Moi, elle m'a présenté des armes, elle m'a donné des munitions pour ma collection à l'époque et de ça. Et elle m'a orienté vers quelqu'un qui est devenu pour moi un mentor, qui est Gilles Sigro à l'Armurerie à Toulouse, qui est toujours un mentor pour moi, qui est un ami en plus. Voilà. Et Gilles Sigro est quelqu'un qui a énormément partagé avec moi. Et il y a d'autres personnes comme ça. Je pense à Pierre Brevard, qui est un des auteurs qui écrivait dans Cible, voilà, qui a fait des bouquins aussi qui s'appellent Le Petit Précis de tir tactique et de Petit Traité. Le deuxième, j'ai un trou de mémoire. Voilà, Précis de tir, je pense. Donc voilà, donc c'est des personnes qui ont énormément partagé. Et dans les deux sens, hein, c'est-à-dire c'est un échange, le partage. Et moi, enfin, ça a fait partie de mes plus belles expériences de vie, donc j'aime partager. J'aime pas garder. J'ai rencontré ces gens qui, quand ils ont un savoir, ils veulent le garder pour eux. D'ailleurs, j'ai une anecdote rigolote à ce sujet derrière. Ils veulent le garder pour eux parce que, tu comprends, ça se monnaie. Non. Enfin, ça se monnaie. Bah, quelque part, le livre, c'est monnayé, mais le livre, je pense pas qu'il y ait dedans de retenue, si tu veux, sur la quantité d'informations que je transmets. Au contraire, et j'ai pas peur que les gens utilisent ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est pas le but. Et anecdote amusante, quand j'étais au ministère de l'Intérieur, un jour, un moniteur de tir est venu me voir. Alors attention, c'est pas, ne caricaturons pas les moniteurs de tir, ça fait partie de toute manière, moi j'ai eu la majorité des gens que j'ai rencontrés au ministère sont des gens très bien, notamment les gens de terrain. Et après j'ai rencontré des connards, mais c'est à la marge. Le problème c'est que cette marge-là fait mal. Ça c'est un autre problème. Mais beaucoup de gens très très bien et beaucoup de gens très très bien dans les moniteurs de tir de la police nationale. Il n'y a pas de problème, etc. Et un jour j'en ai un qui m'a dit cette chose-là et il était bienveillant quand il le disait. Il disait mais tu devrais pas dire tout ce que tu dis en cours parce qu'on va te la voler ta formation. Et je m'en fous en fait. Oui, Et, il y a un côté élitiste très français de vouloir je- conserver son savoir et mais alors, je sais que ça existe ailleurs dans cette profession-là, avec des gens qui veulent pas filer leurs recettes de comment ils font la trempe au paquet et compagnie de ça. Pour moi, c'est lunaire. Ça va à l'encontre de l'évolution, en fait. L'homme est devenu ce qu'il est devenu parce qu'il y a eu la transmission du savoir. Et Arnaud Lamotte, au ministère de l'Intérieur, il allait pas être éternel, vu qu'au bout de 15 ans de ministère, il s'est barré. Voilà, et donc, du coup, il a fait autre chose et il continue à transmettre différemment. Et c'est pareil pour tout le monde. Et en fin de compte, moi, le ministère de l'Intérieur, qui est quelque chose que j'ai aimé, les collègues du ministère de l'Intérieur, qui est quelque chose que j'ai aimé, j'espère avoir donné le meilleur de moi-même et avoir fait en sorte que, quand ils en ont eu besoin, ils ont eu les infos qu'il fallait. C'est vraiment, il y a vraiment ça. Et donc oui, il y a cette volonté de partage. C'est indéniable. oui, bon, on le ressent dans tes différentes interventions, puisque tu es quand même un technicien Hmm. du milieu et tu es toujours en interaction avec différentes personnes, amateurs Oui. ou autres, voilà, sans jugement de valeur, Ah, sans... mais même professionnellement, hein, j'ai quitté le ministère, mais j'ai toujours des interactions, j'ai toujours des activités partagées et tout ça. Je n'ai pas quitté le monde de l'armement en quittant le ministère de l'Intérieur et je ne fais pas. Et d'ailleurs, quand je dis je ne fais pas que de l'écriture, sur l'année précédente, justement, je pense que j'ai passé plus de temps à faire autre chose qu'à écrire. Et d'ailleurs, comme je disais, je le regrette parce que j'aurais voulu que ma production littéraire soit plus grande. Du coup, tu te considères comme un technicien qui écrit ou un auteur aujourd'hui? On t'a parlé de Non, qualité plutôt, depuis... plutôt, plutôt comme un technicien qui écrit. Parce que, Je- excuse-moi, je vais te couper, il y a quand même ta partie où tu écrivais comme un technicien pour rédiger certainement des rapports au ministère de l'Intérieur. pas, Donc, pas c'est tant. pas tant. Plus de la documentation, Ouais, plus de la documentation que des rapports. Et après, rédiger des mails, hein, ça, oui, plein. oui, mais on n'est pas, Voilà. on n'est pas dans un mode d'écriture de transmission ou de réflexion, j'imagine. Dans l'expertise judiciaire, vu que c'est quand même aussi une composante, c'est de l'écrit, hein, l'expertise judiciaire, il y a la partie où on passe à ce que tout le monde voit, c'est-à-dire le fait de passer devant la cour d'assises, voilà, qui est une chose qui est un peu impressionnant et tout. Mais le vrai travail de l'expert, c'est le rapport d'expertise. Et le rapport d'expertise, normalement, c'est de donner des conclusions. Ça, c'est une chose. Mais il faut que toutes les conclusions qu'on donne soient étayées et donc il faut que le rapport soit intelligible par le juge qui n'est pas un spécialiste
comment ça s'appelle? Alors du juge pour l'expertise judiciaire pénale, on s'adresse au juge, hein, principalement, et pour l'expertise civile, on va s'adresser aux parties. Mais moi, je fais pas de civil, hein, dans les armes à feu, on fait quasiment que du pénal. Donc voilà. Et donc il y a cette idée justement, si quand même de transmettre. Après, effectivement, transmettre l'idée, non, parce qu'il n'y a pas d'idée à transmettre, il n'y a pas à être partisan. Et idem pour quand on fait un rapport. Alors, si ça peut être le cas, moi j'ai des cas, alors je rentrerai pas en détail sur les trucs qui sont même des choses Bien que j'ai fait entendu. après mon départ du ministère. Voilà, mais si il peut y avoir de transmettre une idée parce que on va demander quand on va demander un avis. C'est-à-dire, voilà, est-ce qu'il est pertinent de choisir logistiquement ce choix A ou ce choix B? Et là, effectivement, on va transmettre une idée. Voilà. Mais comme je disais, pas tant. Moi, beaucoup de ce que j'ai écrit pour le ministère de l'Intérieur, c'était beaucoup de la documentation pour faire de la formation. Voilà. Et beaucoup de mails. Ouais. Alors, on arrive à la fin de cet entretien, Mhm. et je t'en remercie. Et Pour c'est ceux moi. qui te Merci. découvrent sur cette chaîne, où peut-on te lire, te trouver voilà, est-ce que tu peux nous dire un peu Ah, alors, me lire, c'est pas compliqué, c'est LAI Publication et c'est là où on va trouver mon travail, le gros de mon travail est là, sachant qu'environ 50% du site de LAI Publication est libre d'accès et il y a 50 autres pourcents qui sont derrière un paywall. Donc derrière un abonnement. Parce que tout simplement, il faut que l'argent, c'est très con, mais c'est le nerf de la guerre. Et donc voilà. Mais bon, j'essaye de maintenir ce 50%, et sachant que pour donner un ordre d'idée, le livre il y est. Alors, c'est l'ancienne édition, l'ancienne version, c'est-à-dire c'est la version qui s'appelait à l'époque Petit guide des armes à feu, je sais plus comment je l'avais nommé. Et c'est fou, hein, la mémoire, hein, il y a un moment. Voilà, ça représente pas 10% du contenu du site. Donc quand vous avez ça, en fait, il y en a à peu près 10 fois l'équivalent sur le site. Et ça aussi, le numérique pour ça, c'est formidable, avec des sujets qui sont plus variés. Différents auteurs. À la base, l'idée du site, c'était d'être vraiment une plateforme où il y avait beaucoup d'auteurs. Aujourd'hui, malheureusement, c'est moi le principal auteur parce que le site n'a jamais généré de revenus qui permettaient de payer les auteurs. J'ai pas emplafonné les auteurs. Je vais casser le truc immédiatement. Les auteurs qui nous ont suivis dans cette aventure, tous ont travaillé comme moi au départ, bénévolement, et je n'ai même moi-même jamais été payé par les publications. Le site ne m'a jamais rapporté un centime. Il a couvert ses frais, il a rapporté l'achat d'une GoPro qu'on a fait avec la société, choses comme ça, mais il n'a pas rapporté suffisamment de pognon. Contrairement au livre, où le livre, j'ai pas honte de le dire, le livre m'a rapporté de l'argent sur le Kickstarter de l'an dernier, et j'espère qu'il m'en rapportera également cette année. Il y a pas de souci là-dessus. Comme je disais, l'argent est nécessaire. Donc voilà. Et donc à la base, il devait y avoir plusieurs auteurs, et aujourd'hui, il y a quand même une majorité d'articles qui sont de mon fait, très bien. que Et j'ai puis, commis. on peut te voir donc sur d'autres Oui, chaînes YouTube, chez Yann Schroeder, Magnum voilà. 44 et Thomas du Ouais. Feu au Poudre. Alors chez Xavier, j'ai pas fait d'émission pour l'instant. Bon, je pense que simplement le format de Xavier qui s'y prête pas. Chez Yann Schroeder très régulièrement. Voilà. Chez Thomas également, sachant que chez Thomas, en plus de ça, j'essaye de trouver des méthodes pour avoir de la lumière. C'est vraiment un problème avec cette caméra. Je m'en excuse. Ça donne une ambiance. Ouais, mais justement, ça fait une ambiance sombre, mais c'est pas le but. Et oui, donc chez Thomas, on essaye de faire un format. Là, on a fait des pods calibres, c'est des formats un peu plus courts. On essaie voilà, d'assurer une plus grande régularité. Voilà, et donc oui, c'est là où on va me trouver le plus fréquemment. Très bien. Et puis on sent qu'il y a un sens de la camaraderie chez toi euh, Ah ben oui. qui est assez présent. Ah oui, oui. Ah ben oui, mais mais totalement. De toute manière, je ne travaillerai pas avec des gens que j'aime pas. Alors ça fait partie des choses, pas qui m'ont fait démissionner, parce que ça, il y aurait un très long à raconter, enfin à dire là-dessus, et des choses qui concernent pas probablement pas les gens. Mais j'aime travailler et j'aime fréquenter des gens effectivement que je considère comme des camarades. Et effectivement, avec Thomas et avec Yann et avec Xavier, c'est très très cool. Et avec les camarades de Radio Berthoud, qui sont voilà que je trouve très très bien chez Yann Schroeder. Voilà, là dernièrement Ben de French HDS FSS. HDS. HDS, ouais, pardon, hein, excuse-moi Ben, voilà. Voilà, pareil, l'échange était très très sympa. Oui,
ça rejoint le truc d'aimer partager. Pour moi, c'est la définition de la passion. Écoute, en tout cas, merci d'avoir voulu partager avec moi Eh ben, et sur cette petite chaîne. Pour conclure, est-ce que tu auras un mot pour tes lecteurs, pour ceux qui te regardent, enfin voilà. un mot, ben, j'espère que l'ouvrage vous plaît, j'espère que mes interventions vous plaisent et comme je l'ai dit plus tôt dans l'interview, je ne suis pas Dieu sur terre évidemment et donc il peut m'arriver de me tromper et donc évidemment n'hésitez pas à remettre en question ce que je dis et à aller vous sourcer ailleurs. C'est évident. Je suis pas là. Je suis pas là pour, malgré, j'ai un ami, Jean-Paul, justement, le cofondateur de LA Publication, qui dit que ma barbe, comme ça fait gourou de secte. Et, mais c'est pas ma volonté, hein. Moi, ma volonté, c'est de donner des informations et que les gens puissent en disposer et se faire leurs propres opinions là-dessus. Il n'y a pas de souci. Voilà. J'ai les miennes, des opinions, j'ai les trucs que j'aime bien, des trucs que j'aime pas, des trucs que j'aime qui sont rationnels, des trucs que j'aime pas des trucs que j'aime qui ne sont pas spécialement rationnels parce qu'il y a des choses, voilà, moi un Desert Eagle ça me fait rigoler, c'est pas rationnel un Desert Eagle, il y a rien de, c'est pas une arme de service, c'est pas une arme de guerre, c'était, comme l'a dit très bien le camarade de Radio Bartou, c'est un jouet de stand. Moi c'est un jouet de stand qui m'amuse, il y a des jouets de stand qui m'amusent pas, il y a des armes de guerre que je trouve criminelles, des choses comme ça. Faites-vous votre propre opinion. Et puis, si vous vous êtes loupé à Noël sur les cadeaux, eh bien, on mettra le lien pour commander le livre sur le Kickstarter. Ouais, Merci Arnaud d'avoir pris merci à ton toi, temps et puis à très bientôt. à très Au bientôt, revoir. salut Fab, ciao.